Ta mère est une servante. Qu'elle mange dans la cuisine avec le chien, a craché mon mari, repoussant violemment ma mère âgée de la table devant toute notre famille. Ma belle-mère, Margaret, a approuvé en hochant la tête. Je me suis levé en silence, j'ai pris la main de ma mère et je me suis dirigé vers mon mari. Ce que j'ai fait dans la seconde suivante, ils s'en souviendraient pour le reste de leur vie. Alana se tenait près de la baie vitrée du salon, regardant les derniers rayons du soleil d'octobre dorer la cime des pins. À 35 ans, elle semblait avoir tout ce que l'on pouvait souhaiter, une maison spacieuse dans une résidence sécurisée haut de gamme en périphérie de Dallas, au Texas, un mari, Victor Sterling, que tout le monde considérait comme un homme à succès, et un emploi stable dans une grande entreprise. L'air était saturé de l'arôme du café fraîchement infusé et d'un parfum coûteux, le parfum de confort et de prospérité qu'elle avait travaillé si dur à créer au cours des 10 dernières années. Bienvenue sur Betty Stories. Je partage de nouvelles histoires de vie ici chaque jour, et j'apprécierais vraiment que vous cliquiez sur s'abonner et que vous aimiez ma vidéo. Maintenant, revenons à mon histoire. Je suis sûr que vous allez l'adorer si vous continuez à écouter jusqu'à la fin. Mais quelque part au plus profond d'elle-même, sous la surface de cette image parfaite, une anxiété sourde et lancinante s'était installée depuis longtemps, comme une écharde qu'on ne parvient pas à retirer. Aujourd'hui, cette anxiété était particulièrement vive. Dans 3 jours, Victor aurait 38 ans et il avait décidé de célébrer l'événement avec faste, non pas simplement un dîner au restaurant, mais une grande réception chez eux. La liste des invités, qu'il avait dressée avec sa mère, Margaret Sterling, ressemblait davantage à un registre de l'élite commerciale locale. Elle comprenait des associés de son entreprise de logistique, quelques conseillers municipaux et des amis des cercles sociaux les plus élevés, et bien sûr, sa mère, la veuve d'un doyen d'université prestigieux, une femme qui accordait plus d'importance au statut social qu'à toute autre chose au monde. Alana, as-tu bien vérifié que le traiteur a bien pris la commande? La voix de Victor, venant de derrière elle, l'a tirée de ses pensées. J'ai besoin de canapé avec du véritable caviar noir et un millésime spécifique de brut, pas de compromis. Il s'est approché et a enroulé ses bras autour de ses épaules, enfouissant son nez dans ses cheveux. Il sentait l'eau de Cologne coûteuse et la confiance d'un homme habitué à obtenir le meilleur. Oui, chérie, j'ai tout vérifié, répondit-elle doucement. Tout sera de première qualité, comme tu l'aimes. C'est pour ça que je t'apprécie, dit-il en embrassant le sommet de sa tête. Tu sais comment créer la bonne atmosphère. Ça va être un événement important. Tout doit être impeccable. Alana acquiesça, mais le sourire semblait forcé. La bonne atmosphère. Ces derniers temps, cette expression revenait sans cesse, les bonnes personnes, les bonnes boissons, les bons sujets de conversation. Et dans ce monde correct, elle était censée amener ses parents. Je me disais justement, commença-t-elle prudemment, se tournant vers lui. Mes parents arrivent samedi matin. Je voudrais qu'ils soient aussi à la fête. Victor fronça les sourcils. Son beau visage soigné perdit momentanément son expression aimable. Il se dirigea vers la cheminée et passa sa main le long du manteau en marbre. Alana, nous en avons discuté. Mes associés sont des gens sérieux. Tes parents sont des gens merveilleux. Je les respecte, mais Il hésita, cherchant les mots justes. Ils sont juste trop simples pour ce genre d'événement. Il se sentirait mal à l'aise. La voilà, l'écharde, trop simple. Son père, Arthur, avait travaillé dans la construction toute sa vie, et sa mère, Lydia, était une ancienne infirmière diplômée. C'étaient les personnes qui l'avaient élevé, qui avaient payé ses études et qui l'avaient toujours soutenu. Les personnes dont les mains calleuses et les yeux doux et légèrement fatigués lui étaient plus chères que tout au monde. Ce sont mes parents, dit Alana doucement mais fermement. Et c'est aussi ma maison. Je veux qu'ils partagent cette célébration avec nous. Victor soupira lourdement, feignant l'épuisement. Très bien, comme tu veux. Demande-leur juste de ne pas se mettre à parler du jardin ou de leur projet de mise en conserve interminable. Et dis à ta mère de ne pas essayer d'aider dans la cuisine. Nous aurons du personnel de service pour ça. Il le dit d'un ton désinvolte, comme s'il donnait des instructions à son assistante. Mais pour Alana, ces mots furent comme une gifle. Il n'était pas seulement gêné par ses parents, il les méprisait. Ce n'était pas juste un autre signal d'alarme. C'était une alarme assourdissante qu'elle continuait, pour une raison ou une autre, à ignorer. Elle resta silencieuse, avalant une fois de plus l'insulte. Mais au plus profond de son âme, quelque chose a fini par craquer.
Elle ne savait pas encore que cette fête d'anniversaire deviendrait non seulement une fête, mais un point de non-retour, après lequel sa vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain, Alana était hors d'elle. Les paroles de son mari concernant le personnel de service et ses parents simples lui trottaient dans la tête, lui laissant un goût amer. Elle essaya de se convaincre que Victor n'avait pas voulu la blesser, qu'il était simplement inquiet pour sa réputation et le succès de l'événement. Après tout, son entreprise, Transglobal Logistique, avait pris son envol récemment, et il était si fier de son statut de PDG. Mais plus elle y pensait, plus elle voyait la vérité avec clarté. Il ne s'agissait pas de réputation. Il s'agissait d'un snobisme profond qu'elle avait auparavant essayé de ne pas remarquer. Ce soir-là, alors qu'ils discutaient des derniers détails de la fête, le sujet de ses parents refit surface. « Bien, décidons où nous allons les asseoir, » dit Victor en traçant son doigt sur le plan de table qu'il avait esquissé. « Peut-être à cette petite table près de la véranda. Ce sera plus calme là-bas. Ils seront plus à l'aise. » Alana regarda le plan. La petite table près de la véranda se trouvait dans le coin le plus éloigné de l'immense salon, pratiquement isolé de la table centrale où Victor, sa mère et les invités les plus importants devaient s'asseoir. « Tu veux asseoir mes parents dans un coin, à l'écart ?» Sa voix tremblait. « Alana, ne recommence pas, » il grimaça. « Je fais ça avec les meilleures intentions. » Il se sentirait mal à l'aise d'écouter les conversations sur le marché boursier et la politique. Ils pourront discuter tranquillement de leurs propres affaires. Des choses qu'ils comprennent. Leurs propres affaires. Des choses qu'ils comprennent. Des concombres, des tomates, des semis. Alana sentit une boule se former dans sa gorge. Pendant 10 ans, elle avait vécu avec cet homme, elle l'avait aimé, elle avait créé un foyer confortable pour lui, et elle avait soutenu toutes ses entreprises. Et pendant tout ce temps, il avait considéré sa famille comme étant de seconde zone. À ce moment précis, le téléphone de Victor sonna. Le nom de sa mère s'afficha à l'écran. Il changea instantanément d'expression, arborant son sourire le plus charmant. « Oui, maman. »« Bonjour. »« Oui, tout est conforme au programme. » Alana m'aide avec le plan de table en ce moment. Il mit l'appel sur haut-parleur, ce qu'il faisait toujours lorsque la conversation impliquait quelque chose qu'il estimait qu'Alana devait apprendre. « Vic, je t'appelle pour une question importante. » La voix autoritaire et bien modulée de Margaret Sterling résonna à travers le haut-parleur. « J'ai parlé à Eleanor Jenkins, la femme du conseiller municipal. Ils viennent. J'insiste pour qu'ils soient assis à côté de nous. Ce sont des relations très importantes. Et aussi, j'espère que tu as réglé la question des parents d'Alana. » Alana se figea, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Oui, maman. »« Ne t'inquiète pas, » l'assura précipitamment Victor. « Nous les asseyons à une table confortable séparée. Ils y seront très à l'aise. »« C'est merveilleux, » dit Margaret avec soulagement, parce que, tu sais, les gens peuvent être si différents. Nous ne voudrions pas que la soirée soit gâchée par des histoires inappropriées sur la vie à la campagne. Cela pourrait nuire à ta réputation, mon fils. Tu es à un niveau maintenant où chaque détail compte. Victor jeta un coup d'œil rapide à Alana, un mélange de culpabilité et une demande de compréhension, mais Alana ne voulait plus rien comprendre. Elle se leva en silence et sortit sur la terrasse pour respirer l'air froid du soir. L'humiliation était si profonde qu'elle avait l'impression de pouvoir presque la toucher. Son mari et sa belle-mère discutaient de ses parents comme s'il s'agissait de meubles encombrants qu'il fallait remiser pour ne pas gâcher le décor. Elle se tenait là, se serrant contre elle-même, et se souvint de la façon dont tout avait commencé. Quand elle a rencontré Victor, il était juste un gestionnaire ordinaire dans une petite entreprise, ambitieux mais sans beaucoup de perspectives. C'est son père, Arthur, qui a vu du potentiel en lui et qui a décidé de l'aider. Il a créé une entreprise distincte pour Victor, y a investi d'énormes sommes d'argent et l'a nommé PDG pour que son gendre se sente en sécurité et puisse subvenir aux besoins de sa fille. Et maintenant, cet homme d'affaires prospère, dont la position était entièrement due à son simple père, avait honte de ses bienfaiteurs. Quand elle est revenue dans la pièce, Victor avait terminé la conversation. Il s'approcha d'elle avec un air contrit. « Alana, ne sois pas fâchée contre maman. Elle est de la vieille école. Toutes ces formalités sont très importantes pour elle. Elle s'inquiète juste pour moi. »« Et tu penses que je ne m'inquiète pas ?» demanda-t-elle doucement. « Inquiète que mes parents, les personnes les plus précieuses pour moi, soient sur le point d'être humiliés dans ma propre maison.
Personne ne va les humilier, s'emporta-t-il. Nous voulons juste que tout le monde soit à l'aise. Pourquoi prends-tu toujours tout si personnellement? Il se retourna brusquement et se dirigea vers son bureau, en claquant la porte. Alana se retrouva seule au milieu du salon où les tables étaient déjà disposées pour la fête à venir. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentait comme une étrangère dans cette grande et belle maison, mais froide. La tension montait, et elle savait que la fête d'anniversaire à venir serait un test non seulement pour ses nerfs, mais pour tout leur mariage. Le lendemain, Alana se plongea dans son travail, essayant de se distraire de ses sombres pensées. Elle était la responsable du marketing de la principale entreprise de son père, bien qu'elle et sa famille aient convenu de ne pas rendre ce fait public. Pour Victor et son cercle, elle était simplement une spécialiste embauchée dans une entreprise de construction. Ce petit mensonge, inventé à l'origine par son père pour ne pas blesser l'ego de son gendre, lui semblait maintenant laid et humiliant. Elle travaillait sur un nouveau projet important, et les chiffres, les rapports et les graphiques chassèrent temporairement les problèmes familiaux de son esprit. Mais ce soir-là, alors qu'elle rangeait ses affaires pour rentrer chez elle, le téléphone sonna. Le numéro de sa mère s'afficha à l'écran. Alana sourit. Parler à sa mère était toujours un soulagement bienvenu. « Bonjour, maman » dit-elle joyeusement dans le combiné. « Bonjour, ma chérie. » La voix de Lydia était calme et quelque peu hésitante. « Est-ce que je dérange ? » ? « Non, pas du tout. Je suis en train de finir. Comment vont papa et toi ? » ? « Nous allons bien. Ton père bricole dans le garage. Je t'appelle pour autre chose. Ne ris pas. » Alana se tendit. Cette phrase précédait toujours une demande ou un problème qui mettait sa mère mal à l'aise. Bien sûr que non. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, nous venons pour l'anniversaire de Victor samedi. Lydia hésita, et je me demandais quoi porter. Je n'ai rien de vraiment formel. La robe que j'ai portée au mariage de ma cousine au 3e degré est vieille, et le style n'est plus du tout d'actualité, et il y aura des invités importants. Le cœur d'Alana se serra de tendresse et de douleur. Sa mère, une femme simple et authentique, ne se souciait pas de la façon dont elle serait reçue, mais de ne pas embarrasser sa fille, de ne pas avoir l'air d'un poisson hors de l'eau parmi les invités élégants et raffinés de Victor. « Maman, de quoi tu t'inquiètes ? » Elle essaya de paraître aussi optimiste que possible. « Porte ce dans quoi tu te sens à l'aise. Tu es la plus belle femme dans n'importe quelle tenue. L'essentiel, c'est que toi et papa soyez là. » « Oui, je sais, ma chérie, » soupira Lydia. « Mais je ne veux pas t'embarrasser. Je vois les photos. Tes amis sont si élégants. Et moi, une robe simple, des chaussures plates. Peut-être que je ne devrais pas venir du tout. Peut-être que ton père et moi pouvons simplement passer un autre jour pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. » Cette question frappa Alana de plein fouet. Sa mère, sa personne la plus proche, était prête à zapper la fête juste pour ne pas déranger sa fille ou la mettre dans une position délicate devant son mari et ses parents de haut rang. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. La tension cachée qui s'était accumulée depuis des jours éclata à la surface. « Maman, » dit-elle fermement, de l'acier entrant dans sa voix, « n'y pense même pas. Toi et papa seraient les invités d'honneur à cette fête. Et tu sais quoi ? Demain après le travail, nous allons faire du shopping et nous t'achèterons la plus belle robe que nous puissions trouver, et des chaussures, et un sac à main. » « Oh, ma chérie, tu n'es pas obligée, » protesta sa mère. « C'est beaucoup d'argent. » Pas d'argument, la coupa Alana. Considère ça comme mon cadeau. Je te prends demain à 18h. Raccrochant le téléphone, Alana resta immobile pendant plusieurs minutes, fixant la fenêtre sombre du bureau. La décision lui vint d'elle-même. Assez. Assez les compromis. Assez de s'excuser pour sa famille. Assez de faire semblant que tout allait bien. Si son mari et sa mère étaient tellement obsédés par les apparences, elle leur donnerait exactement ce qu'ils voulaient. Elle habillerait sa mère si impeccablement qu'aucune des mondaines poudrées ne pourrait l'accuser de manquer de goût. Cet appel téléphonique fut le déclencheur. Il brisa enfin les dernières illusions qu'elle avait sur Victor. Un homme qui obligeait sa mère à se sentir honteuse et indésirable ne méritait ni sa compréhension ni son pardon. Le conflit n'était plus caché, il avait pris une forme claire. C'était une guerre pour la dignité de sa famille. Et dans cette guerre, Alana était prête à aller jusqu'au bout. Elle ramassa ses affaires et quitta le bureau la tête haute. À l'intérieur d'elle, il n'y avait plus de peur ni d'incertitude,
seulement une résolution froide et résonnante. La séance de shopping de demain n'était pas seulement une question d'acheter une robe, c'était son premier coup dans cette guerre non déclarée. Le lendemain, à 18 heures précises, Alana gara sa voiture devant la modeste et ancienne maison de ville où vivaient ses parents. Elle avait délibérément omis de parler de ses projets à Victor, disant qu'elle restait tard au bureau pour une réunion urgente. Lydia l'attendait déjà à l'entrée, portant son plus beau manteau, l'air à la fois excité et embarrassé. « Peut-être que nous ne devrions pas, Alana recommença-t-elle, en montant dans la voiture. Qu'est-ce que je vais faire à me promener dans les boutiques à mon âge? Maman, nous y allons, sourit Alana, en démarrant. Tu es sur le point d'avoir une séance de shopping thérapeutique. Elles se rendirent au centre commercial le plus grand et le plus chic de la ville. Alana conduisit avec assurance sa mère devant les vitrines, ce qui écarquilla les yeux de Lydia. Elle n'avait jamais été dans des endroits comme celui-ci et avait l'impression d'être entrée dans un autre monde. « Ma chérie, les prix ici sont probablement ce que je gagne en un an, murmura-t-elle, agrippant le bras d'Alana. Nous ne pensons pas au prix aujourd'hui, déclara Alana. Elle conduisit sa mère dans un élégant salon de robes de soirée. Les conseillers, reconnaissant le costume coûteux d'Alana, les entourèrent immédiatement d'attention. Alana sélectionna plusieurs modèles et envoya sa mère dans la cabine d'essayage. Lorsque Lydia sortit dans la première robe, un riche bleu saphir en soie fluide, élégamment coupée et ajustée, Alana halta. La robe lui allait parfaitement, accentuant sa silhouette toujours mince et s'harmonisant magnifiquement avec l'argent dans ses cheveux et ses gentils yeux bleus. « Maman, tu es une reine, souffla Alana. Lydia regarda son reflet avec incrédulité. Elle ne s'était jamais vue comme ça. Toute sa vie, elle avait porté des vêtements pratiques et simples, et tout à coup ce luxe chic et sobre. Pour assortir la robe, elles trouvèrent des talons délicats avec une base basse et robuste, une petite pochette en velours et un simple collier de perles naturelles. Lorsque la transformation fut terminée, Lydia y ressemblait à une aristocrate accidentellement perdue dans l'agitation du monde moderne. « Merci, ma chérie, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Je n'ai même jamais rêvé de quelque chose comme ça. Tu le mérites, dit Alana, lui donnant une étreinte féroce. Elles rentrèrent tard ce soir-là. Arthur, voyant sa femme, siffla d'admiration. Lydia, tu ressembles à une star de cinéma. Lydia rit joyeusement, tourbillonnant dans la pièce dans sa nouvelle robe. Alana regarda ses parents et son cœur se remplit de chaleur. Pour ces moments-là, elle était prête à tout. Samedi matin, la famille arriva. Arthur portait un nouveau costume bien coupé qu'Alana avait également réussi à lui acheter la veille, et Lydia était absolument magnifique. Quand ils entrèrent dans la maison, Victor, qui les accueillit dans le hall d'entrée, resta momentanément sans voix. Il s'était attendu à voir un couple de personnes âgées modestes en vêtements usés, mais devant lui se tenaient des personnes élégantes et dignes. « Bonjour, balbutia-t-il, reprenant ses esprits. Entrez, faites comme chez vous. » Margaret Sterling fut la première à descendre. Elle examina les parents d'Alana de la tête aux pieds avec un œil critique. Un éclair de surprise mêlé de déception traversa son regard. Elle s'était clairement préparée à un spectacle différent et avait une réserve de commentaires venimeux près, mais leur apparence raffinée ne lui donnait aucun motif pour les utiliser. « Bonjour, dit-elle d'un ton traînant, hochant à peine la tête. Je suis contente que vous ayez pu venir. » Les invités commencèrent à arriver après 18 heures. La maison se remplit du brouhaha des voix, du cliquetis des verres et d'une douce musique. Les parents d'Alana étaient un peu réservés, mais se tenaient avec une grande dignité. Arthur trouva un terrain d'entente avec l'un des partenaires commerciaux de Victor, qui s'avéra également être issu d'un milieu ouvrier, et écouta avec intérêt ses histoires sur la construction. Lydia conversa agréablement avec la femme d'un autre invité, discutant de leurs petits-enfants. Alana les observa avec fierté et soulagement. Il semblait que ses pires craintes étaient infondées, mais elle avait sous-estimé Margaret Sterling. À la table du banquet, la belle-mère était assise en bout de table à côté de son fils. Les parents d'Alana étaient assis en face. « Lydia, quelle robe intéressante vous avez » commença Margaret d'une voix aussi douce que le miel, attirant l'attention de tout le monde. « Une couleur si profonde. Ce doit être un créateur local. Nous avons de jeunes créateurs très talentueux qui font leur apparition dans la ville. » Lydia rougit. « Oh, non, ce n'est pas le cas. Alana me l'a acheté au centre commercial. »« Ah, au centre commercial » prolongea la belle-mère, une légère trace de condescendance dans le ton. « Je vois. Même là,
on peut trouver des imitations décentes de marques célèbres de nos jours. L'essentiel est que le tissu soit bon. Vous savez, les matières synthétiques dévalorisent même l'apparence la plus exquise. Quelques invités ricanèrent. Alana sentit le sang lui monter au visage. C'était une insulte directe déguisée en conversation polie. Margaret intervint elle, essayant de parler calmement, la robe est en soie naturelle d'une marque italienne bien connue, et ce n'est pas une imitation, c'est l'original. La belle-mère haussa les sourcils avec une feinte surprise. Est-ce ainsi, ma chère? Je ne me rendais pas compte que les infirmières à la retraite pouvaient se permettre de telles tenues. Cela a dû être très cher. Elle insista sur le mot infirmière, rappelant à tous les humbles origines de Lydia. Arthuret, qui était resté silencieux jusqu'alors, posa sa large main de travailleur sur celle de sa femme. Ma femme peut se permettre tout ce qu'elle veut, dit-il doucement, mais avec un tel poids que tout le monde à la table se tue, parce qu'elle a une fille qu'il aime et un mari qui a travaillé toute sa vie pour s'assurer que sa famille ne manque jamais de rien. Margaret pinça les lèvres, réalisant qu'elle avait été repoussée. Le conflit était entré dans une phase ouverte. Alana vit Victor assis là, rouge comme une écrevisse, mais restant silencieux, n'osant pas contredire sa mère. Et à ce moment précis, elle réalisa que son mari avait déjà fait son choix, et que ce choix n'était pas en sa faveur. La fête continua, mais l'atmosphère à la table devint tendue. Les invités, sentant une tempête se préparer, essayèrent de parler de sujets neutres, mais la gêne persistait dans l'air. Margaret se tut, mais ses regards méprisants vers les parents d'Alana en disaient long. Alana était sur des charbons ardents, attendant la prochaine attaque. C'est à ce moment que son téléphone, posé sur ses genoux sous sa serviette, vibra. Elle jeta discrètement un coup d'œil à l'écran. C'était Sidney Thomas, le bras droit de son père et le directeur de facto de leur entreprise familiale. Un appel un samedi soir ne pouvait signifier qu'une chose, quelque chose de grave s'était produit. Elle s'excusa et sortit dans le hall d'entrée, essayant de partir sans attirer l'attention. « Oui, Sidney, je t'écoute. »« Alana, je suis désolé de te déranger le week-end », sa voix au téléphone était inquiète. « Nous avons une urgence. Tu te souviens de la cargaison de pièces allemandes pour Transglobal qui devait arriver lundi? » Bien sûr que je me souviens. Le sang d'Alana se glaça. Victor avait dit que c'était une cargaison essentielle pour son nouveau contrat. Eh bien, elle n'arrivera pas. Les douanes ne veulent pas la libérer. Pourquoi pas? Que s'est-il passé? Notre fournisseur en Allemagne a foiré les papiers. Il manque une sorte de certificat de conformité. La cargaison est bloquée à la frontière. Si nous ne réglons pas le problème dans les 48 heures, elle sera renvoyée. Alana se pencha contre le mur. C'était un désastre. L'entreprise de Victor, Transglobal Logistique, dépendait entièrement des fournitures organisées par la société de son père. Ce contrat avec une importante usine automobile était le projet de l'année de Victor. Son échec signifiait non seulement d'énormes pertes financières, mais aussi un coup dur pour la réputation qu'il chérissait tant. « Que peut-on faire ?» demanda-t-elle, essayant de garder son sang-froid. « J'ai déjà contacté les Allemands. Ils recherchent les documents, mais cela pourrait prendre du temps. Il existe une autre option. Nous avons des pièces similaires dans notre entrepôt à Atlanta, mais d'un fabricant différent. Nous pourrions rapidement organiser une livraison par camion. Elle arriverait lundi matin. Mais quoi? Mais Victor devrait accepter la substitution. Le fabricant est différent, même si la qualité est tout aussi bonne. Et tu sais à quel point il est pointilleux sur ces choses. Il exige un strict respect des spécifications. Je vais lui parler. Nous devons décider maintenant. Le camion doit partir dans l'heure, sinon nous n'y arriverons pas. Alana regarda vers le salon où le son du rire et du cliquetis des verres flottait. Victor était le centre d'attention en ce moment. Il portait un toast, se vantant de ses succès. Le sortir maintenant, essayer d'expliquer un problème technique complexe et lui demander de prendre une décision critique était impossible. Soit il ne comprendrait pas, soit il piquerait une crise parce qu'il était distrait de sa fête pour des détails mineurs. Sidney, elle prit une décision. Envoie le camion. J'en assume l'entière responsabilité. Traite les documents comme une substitution d'urgence sur mon ordre. Je m'occuperai de Victor moi-même. Tu es sûr, Alana? S'il refuse la livraison. Il l'acceptera, dit-elle fermement. Il n'aura pas le choix. Raccrochant,
elle resta dans le silence du hall d'entrée pendant plusieurs minutes, essayant de calmer son cœur qui battait frénétiquement. L'ironie du sort. Pendant que son mari montrait son entreprise prospère à ses invités, elle, la fille de parents simples, sauvait secrètement cette même entreprise de l'effondrement. Elle était tiraillée entre le maintien des apparences à cette fausse fête et la résolution d'un problème réel et grave. Elle retourna à la table en essayant de ne pas montrer son anxiété. Victor venait de terminer son toast. Je tiens à remercier tous ceux qui ont cru en moi, mes partenaires, mes amis et bien sûr, ma mère, qui a toujours été mon pilier. Il leva son verre, évitant ostensiblement de regarder Alana ou ses parents. Alana leva silencieusement son verre. Une froide fureur monta en elle. Il remerciait tout le monde, sauf les personnes qui avaient réellement bâti son succès à partir de rien. Il vivait dans leur maison, conduisait une voiture achetée avec l'argent de son père, dirigeait une entreprise créée pour lui, et pourtant il se sentait autorisé à humilier sa famille. Elle regarda son père. Arthur était assis avec une expression illisible, mais elle savait qu'il comprenait tout. Il voyait l'arrogance de son gendre, la douleur de sa femme et son propre désespoir. Mais il restait silencieux, laissant à sa fille le soin de décider quoi faire. Il lui avait toujours appris à être forte. La situation se compliquait de minute en minute, la pression de son mari et de sa belle-mère, l'humiliation de ses parents, et maintenant cette crise d'approvisionnement. Alana sentait que sa patience était à bout. Elle était assise à une table luxueuse dans sa belle maison, entourée d'invités de haut rang, et se sentait comme la femme la plus seule et la plus malheureuse du monde. Elle savait qu'une explosion était inévitable. La seule question était de savoir qui allumerait la mèche. La soirée se déroula. Les invités portèrent des toasts de routine, louant les talents et le sens des affaires de Victor. Il acceptait les compliments avec l'air d'un César recevant des cadeaux de peuple conquis. Margaret Sterling rayonnait, savourant le triomphe de son fils. Les parents d'Alana restaient silencieux, essayant de se faire discrets. Lydia touchait à peine à sa nourriture, ne prenant qu'occasionnellement une gorgée d'eau gazeuse. Alana sentait la tension en elle atteindre un point critique. Chaque mot vantard de son mari résonnait douloureusement en elle. Elle le regarda et ne le reconnut pas. Où était l'homme dont elle était tombée amoureuse il y a 10 ans? Celui qui avait promis d'être son roc et son protecteur? À sa place se tenait un pan suffisant et pompeux qui accordait plus de valeur à l'opinion des étrangers qu'aux sentiments de sa propre femme. Le point culminant arriva de façon inattendue à propos d'une bagatelle. Un serveur engagé par le service de traiteur proposait le dessert. Lorsqu'il s'approcha de Lydia, elle tâtonna en essayant de prendre une pâtisserie, renversant accidentellement son verre de punch au cranberry. Le liquide rouge vif se répandit sur la nappe blanche, laissant une vilaine tache juste devant son assiette. « Oh, veuillez me pardonner » balbutia Lydia, rougissant furieusement. Elle attrapa une serviette et essaya d'éponger la flaque, mais ne fit qu'étaler davantage la tache. Dans le silence qui suivit, tous les regards se tournèrent vers elle. Margaret Sterling plissa les lèvres avec dégoût. Victor, qui riait joyeusement à la blague de quelqu'un, se tut brusquement. Son visage se figea. Il se leva lentement, repoussant sa chaise. Le regard qu'il lança à sa belle-mère était plein d'un mépris glacial. « Maman » dit-il haut et fort, s'assurant que tout le monde l'entendait. Sa voix résonnait d'une irritation mal dissimulée. « Alors, pourquoi as-tu été si négligente? On dirait que tu n'es même pas chez toi. » Lydia se rapetissa sous son regard, souhaitant que le sol s'ouvre et l'engloutisse. « Je ne l'ai pas fait exprès, Vic, mon chéri. » Mais Victor n'écoutait pas. Il observa les invités pâles, les invitant à être témoins de sa magnanimité et simultanément de sa colère légitime. « Ce n'est pas grave, continua-t-il avec un faux sourire. La nappe peut être jetée, mais peut-être que pour éviter d'autres incidents, vous seriez plus à l'aise pour terminer votre dîner ailleurs. » Il fit une pause, savourant les faits. Les invités se figèrent, ne comprenant pas ce qui se passait. Alana sentit son souffle se couper. « La place du serviteur est dans la cuisine » articula Victor, chaque mot fouettant comme un coup de fouet. « Vous pouvez manger là-bas. Notre chien y dîne en ce moment, vous ne serez donc pas seul. Vous pouvez surveiller pour vous assurer qu'il ne vole rien sur la table. » Il prit Lydia par le coude et la tira doucement mais avec insistance hors de la table. « Viens, je vais te montrer le chemin. » À cet instant, le monde cessa d'exister pour Alana. Il ne restait que ce geste humiliant, ces mots monstrueux et impensables prononcés à propos de sa mère.
Elle vit une larme rouler sur la joue de Lydia et vit son père, Arthur, serrer les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, tout en restant immobile, laissant sa fille décider quoi faire. Victor entraînait déjà une Lydia stupéfaite et honteuse hors de la table. Margaret Sterling acquiesça avec approbation. Son visage était gravé d'un franc triomphe. Elle avait gagné. Elle avait prouvé à tout le monde qui était le chef dans cette maison et qui n'était qu'une invitée aléatoire et inappropriée. Les invités étaient assis dans un silence de mort, consternés par la scène d'humiliation publique. Certains détournèrent le regard, d'autres fixèrent avec une curiosité ouverte. C'est précisément à cet instant qu'Alana réalisa qu'elle ne se tairait plus. Assez. La limite de sa patience avait été dépassée. Tous les ponts étaient coupés. Elle se leva silencieusement, sans un mot, de sa place. Ses mouvements étaient lents et délibérés. Elle repoussa sa chaise, ajusta sa robe, et sans regarder personne, suivit son mari et sa mère. Elle les rattrapa à mi-chemin de la cuisine. « Victor, arrête, dit-elle. » Sa voix était calme, mais elle contenait un tel froid que Victor s'arrêta involontairement et se retourna. « Quoi encore » rétorqua-t-il avec impatience. « Je suis en train de résoudre le problème que tes proches ont créé. »« Tu ne résous pas un problème, » répondit Alana tout aussi calmement. « Tu en as créé un. » Elle prit doucement la main de sa mère, la libérant de l'emprise de Victor. « Maman, viens avec moi. » Elle ramena sa mère à la table, mais pas à leur place précédente. Elle la ramena directement à la place de Victor. Elle se tint juste à côté de son mari. Il n'y avait plus d'amour, de peur ou de douleur dans ses yeux, seulement du vide et de l'acier. Ce qu'elle fit dans la seconde suivante fut quelque chose dont ils se souviendraient tous pour le reste de leur vie. Alana ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle se tint juste devant son mari, tenant la main tremblante de sa mère, et le regarda. Elle le regarda longuement, l'étudiant comme si elle le voyait pour la première fois. Et dans ce regard il y avait un tel mépris et une telle froide fureur que Victor recula instinctivement. « Assieds-toi, lui dit-elle. » Ce n'était pas une question ou une demande. C'était un ordre. Il obéit, s'effondrant sur sa chaise en bout de table, sans comprendre pourquoi. Alana rassit sa mère à sa place et resta debout derrière son mari. Elle observa les invités figés, s'attarda sur le visage cendré de Margaret Sterling et regarda de nouveau Victor. « Tu as traité ma mère de servante » dit-elle de cette même voix glaciale et sans vie. « Tu as décidé que tu avais le droit de l'humilier devant tous ces gens. Tu as décidé que tu étais le chef ici. » Elle fit une pause, laissant les mots s'enfoncer dans le silence assourdissant. « Eh bien, Vic, tu as tort. Tu n'es personne ici. » Elle posa ses mains sur ses épaules. Son contact était léger, presque immatériel, mais Victor tressaillit comme si elle l'avait touché avec un fer rouge. « Et maintenant, » continua-t-elle, sa voix commençant à gagner en force, « je vais dire à toutes les personnes présentes qui tu es réellement. » Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus, Lydia commença à pleurer doucement, pas de façon hystérique, mais comme les personnes âgées pleurent silencieusement, amèrement, secouant tout leur corps. Ces pleurs silencieux étaient plus terrifiants que n'importe quel cri. C'était l'essence de toute l'humiliation qu'elle avait été forcée d'endurer. « Allons-y, ma chérie, » murmura-t-elle, tirant sur la manche d'Alana. « S'il te plaît, non. Rentrons à la maison. » Et à cet instant, Alana craqua. La haine, la colère, la détermination, tout fut emporté par une vague de pitié vive et insupportable pour sa mère. Elle regarda son dos voûté, ses cheveux gris, le mouchoir serré dans ses mains ridées, et comprit qu'aucun triomphe, aucune exposition ne rendrait la paix d'esprit à sa mère. La fête était irrémédiablement gâchée. Sa mère avait été humiliée, et cela s'était produit dans sa maison. « Oui, maman, » dit-elle, la voix brisée. « Bien sûr, allons-y. » Elle ne regarda plus Victor ni les invités. Elle prit le bras de sa mère, se dirigea vers son père et dit doucement, « Papa, nous partons. » Arthur se leva sans un mot. Il lança à son gendre un seul regard, lourd, méprisant, plein de menaces silencieuses. Puis il se dirigea vers sa femme, passa son bras autour de ses épaules et la conduisit vers la sortie. Alana les suivit comme dans un brouillard. Elle entendit l'un des invités tousser maladroitement, entendit Margaret Sterling siffler quelque chose à son fils, mais tout cela était loin, dans une autre réalité. Sa réalité était maintenant centrée sur le dos tremblant de sa mère. Ils sortirent de la maison. Le vent froid d'octobre frappa son visage,
la ramenant légèrement à ses sens. Alana aida ses parents à monter dans leur vieille voiture. « Tu viens avec nous ?» demanda son père. « Non » répondit-elle en secouant la tête. « Je reste. J'ai une chose à finir. » Elle embrassa la joue mouillée de larmes de sa mère. « Je suis désolée, maman. Je suis désolée d'avoir laissé faire ça. »« Tu n'y es pour rien, ma chérie, » murmura Lydia. « Ce n'est pas grave. » Mais ce n'était pas bien. C'était terrible. Lorsque la voiture de ses parents disparut dans le virage, Alana rentra dans la maison. Les invités, profitant de la confusion, avaient déjà commencé à partir. Ils dirent au revoir à Victor et à sa mère, essayant de ne pas regarder Alana comme si elle était la source d'une maladie contagieuse. 15 minutes plus tard, la maison était vide. Il ne restait que trois, Victor, Margaret Sterling et elle. Ils se tenaient au milieu de l'immense salon, entourés d'assiettes sales et de verres de vin à moitié pleins. La fête était finie avant même d'avoir commencé. Victor s'approcha d'elle. Son visage était déformé par la malice. « Tu as tout gâché » siffla-t-il. « Tu as fait une scène. Tu m'as embarrassé devant mes partenaires. »« Je l'ai fait » rétorqua-t-elle, un rire amer s'échappant de sa gorge. « Tu as humilié ma mère. Tu l'as chassée de la table comme un chien. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même, » cria Margaret. Elle s'est comportée comme une plougue de campagne. Les gens comme ça n'ont pas leur place dans la haute société. Alana les regarda son mari et sa mère et ne ressentit qu'un vide résonnant en elle. L'amour qui, selon elle, vivait dans son cœur était mort. Il était mort au moment où Victor avait prononcé ces mots terribles. Elle se sentait vidée, brûlée jusqu'au cœur. Toutes ces années, elle avait construit une famille, une maison, une relation, et tout s'était effondré en une seule soirée, réduit en poussière. Elle se tourna silencieusement et monta dans sa chambre. Elle ferma la porte à clé, s'assit sur le lit, et laissa alors les larmes couler. Elle ne pleurait pas de douleur, mais de déception, de l'anéantissement de tous ses espoirs, de la réalisation que 10 ans de sa vie avaient été passés avec un homme qui ne l'avait jamais valorisée ni respectée. La dépression émotionnelle était totale. Mais à travers le désespoir, une fine pousse à peine perceptible d'un autre sentiment se frayait déjà un chemin, un sentiment de justice froide et impitoyable. Il paierait pour chaque larme que sa mère avait versée. Il paierait intégralement. Alana ne sait pas combien de temps elle est restée enfermée dans la chambre, coupant le monde extérieur. Ses larmes ont séché, laissant des traces salées sur ses joues. Le vide a fait place à un calme étrange et froid. Elle ne ressentait plus de douleur, seulement un silence résonnant dans son âme et une clarté absolue dans son esprit. C'était comme si elle regardait sa vie de l'extérieur, voyant tout sous son vrai jour sans lunettes roses ni compromis. Elle se souvenait de tout, 10 ans de petites humiliations qu'elle avait mises sur le compte de la personnalité difficile de sa belle-mère, 10 ans de blagues condescendantes de son mari sur ses parents simples qu'elle avait ignorés pour éviter de faire une scène. Elle se souvenait d'avoir célébré ses succès, sans jamais remettre en question le coût pour sa famille. Elle avait vécu dans une illusion, et aujourd'hui cette illusion avait été détruite de la manière la plus cruelle possible. On frappa doucement à la porte. « Alana, ouvre » la voix de Victor étouffée. « Parlons. » Elle resta silencieuse. Il n'y avait rien à dire. Tous les mots avaient été prononcés en bas, à la table du banquet. « Alana, ne fais pas l'enfant. Ta mère était trop sensible, et j'ai été impulsif. Ça arrive. Nous sommes une famille. Nous devons nous pardonner. Ta mère était trop sensible. Pas je me suis comporté comme un crétin fini, mais ta mère est à blâmer. » Même maintenant, il ne pouvait pas admettre sa culpabilité. Il transférait la responsabilité sur la victime. C'est à ce moment-là que quelque chose se produisit dans la tête d'Alana. La douleur et le désespoir se transformèrent finalement en une fureur froide et calculatrice. Elle réalisa qu'elle avait affaire non seulement à un homme égoïste et gâté, mais à un ennemi qui vivait sous le même toit, dormait dans le même lit et exploitait cyniquement son amour et la gentillesse de sa famille. Et elle devait le traiter comme un ennemi, sans pitié ni indulgence. Elle se leva, se dirigea vers le miroir et regarda son reflet. Une étrangère la regardait, une femme avec un regard ferme et résolu et des lèvres étroitement pincées. Plus de larmes, plus de faiblesse. Elle ouvrit la porte. Victor se tenait dans le couloir avec un visage perplexe mais en colère. Enfin, grommela-t-il. Je pensais que j'allais devoir défoncer la porte. Tu n'auras pas à le faire,
répondit-elle calmement. J'ai quelque chose à te dire. Ils descendirent. Le salon était en plein chaos. Margaret Sterling était assise dans un fauteuil avec un verre de brandy. Son visage exprimait un extrême mécontentement. Eh bien, la crise de colère est-elle terminée, demanda-t-elle sarcastiquement. J'espère que tu vas t'excuser auprès de Victor pour avoir gâché son anniversaire. Non, répondit Alana tout aussi calmement. C'est vous deux qui allez vous excuser. Elle se dirigea vers le téléphone et composa un numéro. Papa, salut, c'est moi. J'ai une requête. Arthur a toujours été plus qu'un père pour elle. Il était un allié, un mur de briques, un homme qui parlait peu mais agissait de manière décisive. Il l'écouta sans l'interrompre. Tu es sûre, ma chérie, demanda-t-il lorsqu'elle eut terminé. Absolument, dit-elle fermement. Bien, ce sera fait. Elle raccrocha et se tourna vers Victor et sa mère, figés. Leurs yeux exprimaient la perplexité. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Qu'est-ce que c'était, demanda Victor. Qu'est-ce que tu complotes? Rien de spécial, répondit Alana en haussant les épaules. Juste décidé de remettre de l'ordre dans ma vie et dans la tienne. Elle s'assit sur une chaise en face de sa belle-mère. Margaret, tu as toujours été si fière de tes origines, de ta sophistication. Tu considérais mes parents comme des citoyens de seconde zone. Tu pensais que l'argent et le statut te donnaient le droit d'humilier les autres. Eh bien, tu t'es profondément trompé. À ce moment-là, la force qu'elle avait héritée de son père se manifesta dans sa voix, la force d'une personne qui connaît sa valeur et ne laissera personne piétiner sa dignité. Et toi, Vic, elle déplaça son regard vers son mari. Tu étais si fier de ton entreprise, de ta position. Tu pensais que tu avais du succès et que tu étais indépendant. Tu pensais que tout cela était ta propre réussite. Elle ricana, et le rictus était plus effrayant que n'importe quel cri. Aujourd'hui, vous allez tous les deux découvrir ce que valent réellement votre succès et votre sophistication. Victor et Margaret échangèrent des regards craintifs. Ils réalisèrent qu'Alana n'était plus la femme docile et douce qu'ils avaient l'habitude de manipuler. Assise devant eux se trouvait une personne différente, une personne prête à la guerre. Le point de rupture interne était atteint. Une guerrière était née, et cette guerrière était prête à se battre pour elle-même et pour sa famille jusqu'à la fin. Alana avait atteint une résolution froide et une clarté d'objectif. Maintenant, elle savait ce qu'elle devait faire, et elle le ferait. La réalisation qu'elle devait agir est venue instantanément, mais Alana a construit le plan de contre-attaque lentement et méthodiquement, comme une partie d'échecs. Elle comprenait que les émotions étaient de mauvais conseillers. Pour gagner cette guerre, elle n'avait pas besoin de l'arme et de reproches, mais de faits et de preuves. Elle avait besoin d'arracher les masques de prospérité de son mari et de sa belle-mère et de montrer à tout le monde leur vrai visage laid. Le lendemain matin, Alana a commencé sa journée non pas avec du café, mais avec un voyage au bureau. Le dimanche, elle a dit à un Victor déconcerté qu'elle avait besoin de préparer un rapport urgent. Mais sa véritable destination était le bureau privé de son père. C'est là que se cachait la clé de sa vie réussie et de celle de Victor. Arthur l'attendait. Il a silencieusement ouvert son coffre-fort massif et en a sorti un épais dossier en cuir intitulé Transglobal. Tout est là, dit-il simplement, en plaçant le dossier sur le bureau. Depuis le premier jour. Alana ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement classés concernant l'entreprise de son mari, l'accord de fondation qui montrait que 99,9% des actions de la société appartenaient à une société offshore dont le seul propriétaire était Arthur. Son mari, Victor Sterling, ne possédait que 0,1%, ce qui lui donnait le droit d'être appelé fondateur, mais aucun pouvoir réel. Venaient ensuite les relevés bancaires. Tous les investissements initiaux, toutes les injections ultérieures pour le développement commercial, pour l'achat de camions, pour la location d'entrepôts, tout cela était l'argent de son père. Des millions de dollars transférés des comptes de sa société principale. Victor n'avait pas investi un seul centime dans l'entreprise. Elle continua à tourner les pages, l'acte de vente de leur maison de banlieue. Acheteur, Arthur. Le contrat de location de la même maison conclu entre son père et elle, Alana, pour une somme symbolique de $10 par mois. Victor n'était même pas mentionné dans l'accord. Légalement, il vivait dans cette maison par tolérance en tant qu'invité de sa femme. Le titre de son VUS noir brillant. Propriétaire, Transglobal Logistique.
La voiture était la propriété de l'entreprise. Alana photographia méthodiquement chaque document avec son téléphone. Chaque photo était comme une balle chargée dans une chambre. C'était son arme. « Papa, pourquoi as-tu fait tout ça ?» demanda-t-elle, sans lever les yeux des documents. « Pourquoi lui as-tu créé cette illusion de succès ?» Arthur soupira lourdement. « Je voulais que ma fille soit heureuse. Quand tu l'as rencontré, tu rayonnais. Il était ambitieux, mais vide. Pas d'épine dorsale, pas de capital. J'ai pensé que si je lui donnais un coup de pouce, il le saisirait, se développerait et deviendrait un vrai homme. Je voulais qu'il soit digne de toi, pour que tu sois fier de lui. Et j'étais fier, dit Alana avec un rire amer. Fier d'un costume vide. J'avais tort, ma chérie, dit son père calmement. Je lui ai créé un bain chaud, et il s'y est habitué et a décidé que cela durerait pour toujours. Il a oublié qui remplissait la baignoire d'eau. Il est temps de le lui rappeler. De retour à la maison, Alana a commencé la deuxième partie de son enquête. Elle s'est assise à l'ordinateur et a recherché des informations sur Margaret Sterling. Elle savait que sa belle-mère avait vendu son appartement de professeur dans le centre-ville il y a plusieurs années, soi-disant pour aider son fils avec son entreprise. Alana avait toujours cru cette histoire touchante de sacrifice maternel. En utilisant les bases de données immobilières ouvertes, elle a rapidement trouvé des informations sur la transaction. L'appartement avait bel et bien été vendu, mais au cours du même mois, Margaret Sterling était devenue propriétaire d'une autre propriété, un petit appartement d'une chambre confortable dans un nouvel immeuble de grande hauteur prestigieux, et le coût de ce nouvel appartement était pratiquement égal à la somme qu'elle avait tirée de la vente de l'ancien. Il n'y avait pas de sacrifice. C'était une manœuvre astucieuse. La belle-mère avait simplement amélioré sa situation de vie, mais l'avait présentée à son fils et à sa belle-fille comme un acte d'abnégation. De plus, elle ne vivait pas dans le nouvel appartement. Elle le louait, recevant un revenu mensuel stable que, bien sûr, personne ne connaissait. Elle continuait à vivre avec eux, profitant de tout le confort de leur maison tout en se plaignant de manquer d'argent. Alana a fait des captures d'écran de tous les documents. Le tableau devenait de plus en plus laid. Ce n'était pas seulement une famille de snobs. C'était une famille de manipulateurs et de menteurs professionnels qui la menaient en bateau depuis des années. La touche finale de son enquête a été un appel à un vieil ami de la famille qui travaillait dans une banque. Elle lui a demandé de vérifier officieusement l'historique de crédit de Victor. La réponse est revenue 1 heure plus tard et l'a complètement choqué. Au cours des 2 dernières années, Victor avait contracté 3 prêts personnels importants auprès de différentes banques, totalisant près de 150 000 $. L'argent avait été pris à son insu et n'avait manifestement pas été dépensé pour les besoins de la famille. Où est-il allé? Des montres coûteuses, des voyages de pêche avec des amis, le maintien de l'image d'un homme d'affaires prospère, et il payait probablement ses prêts en utilisant l'argent alloué à Transglobal pour les dépenses de l'entreprise et encore une fois, l'argent de son père. Maintenant, Alana avait l'ensemble complet, fraude financière, mensonges sur l'immobilier, dettes cachées. Elle a organisé tous les documents collectés dans un dossier distinct sur son ordinateur portable, le titrant simplement « Jour du jugement ». Elle a compris qu'une simple conversation ne suffirait pas. Elle n'avait pas seulement besoin de leur présenter les faits. Elle avait besoin de le faire d'une manière telle qu'ils ne puissent jamais se remettre du coup. L'exposition devait être publique et dévastatrice, et elle savait déjà quand et comment cela se produirait. Toute la semaine, Alana a agi comme si de rien n'était. Elle était ostensiblement polie avec Victor, discutait des questions de travail avec lui et lui demandait son avis sur le menu du dîner. Voyant son sang-froid, il s'est détendu, convaincu que sa femme avait surmonté sa colère et avait accepté la situation. Il a même essayé à plusieurs reprises de soulever l'incident avec sa mère, suggérant qu'il s'agissait d'un malentendu regrettable et qu'il devait l'oublier pour sauver leur mariage. Margaret Sterling a également changé de tactique. Elle a cessé de faire des commentaires acerbes et a commencé à jouer le rôle de la belle-mère attentionnée. Elle appelait Alana, s'enquérait de sa santé et donnait des conseils ménagers. Tous les deux pensaient que la tempête était passée. Ils ne savaient pas que ce n'était que le calme avant le véritable ouragan. Le vendredi matin, pendant que Victor était au travail, Alana a porté son premier coup. Ce n'était pas un éclat émotionnel, mais un mouvement juridique précis et calculé. Elle a appelé son père. « Papa, c'est le moment. » « Compris, » répondit Arthur brièvement. 1 heure plus tard, un audit imprévu a frappé au bureau de Transglobal Logistique.
Ce n'était pas le bureau des impôts de la ville, mais le service de sécurité interne de la société principale d'Arthurey. Plusieurs hommes sévères en costumes élégants sont entrés dans le bureau du PDG Victor Sterling et ont poliment mais avec insistance demandé toute la documentation financière des 3 dernières années. Victor était sous le choc. Il a appelé son beau-père, mais il n'a pas répondu. Il a appelé Alana. « Alana, qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-il au téléphone. « Il y a des gens de la société de ton père ici. Ils exigent tous les documents. Ils parlent d'un audit. »« Calme-toi, Vic, répondit-elle d'un ton glacial. C'est une procédure standard. La société mère a le droit de vérifier ses filiales. Tu ne caches rien, n'est-ce pas? Tout est en règle, n'est-ce pas? Un silence planait dans l'air. Victor savait parfaitement bien que tout n'était pas en règle. Ses prêts, les dépenses de l'entreprise qu'il avait dépensées pour lui-même, tout cela pouvait remonter à la surface. Je rentre à la maison maintenant. Nous devons parler, balbutia-t-il paniqué. Ne te donne pas la peine. Alana le coupa. Je suis occupé aujourd'hui. J'ai un rendez-vous avec mon avocat. Quel avocat? Pour un divorce. Elle raccrocha avant qu'il puisse terminer la question. La deuxième étape consistait à bloquer tous les comptes. Alana s'est rendue à la banque où elle et Victor avaient un compte familial commun qui recevait une partie de son salaire et que son mari utilisait habituellement librement. Elle a déposé une demande pour fermer l'accès conjoint et a transféré tous les fonds sur son compte personnel ouvert dans une autre banque. Ensuite, elle a annulé toutes les cartes de crédit supplémentaires émises à son nom que Victor utilisait également. Il l'a découvert lorsqu'il a essayé de payer le déjeuner dans un restaurant cher où il était allé, comme d'habitude, pour soulager son stress. La carte a été refusée, tout comme la deuxième. Il a appelé la banque, qui l'a informé que toutes les opérations avaient été suspendues à la demande du titulaire principal du compte. Victor est rentré chez lui, furieux, rouge de colère et d'humiliation. « Qu'est-ce que tu fais ?» rugit-il depuis le seuil. « Tu as bloqué toutes les cartes. Je n'ai pas pu payer le déjeuner. J'ai dû emprunter de l'argent au serveur. » Pauvre bébé, dit Alana sans la moindre trace de sympathie alors qu'elle était assise dans le salon avec une tasse de thé. Tu vas devoir t'habituer à vivre selon tes moyens, tes propres moyens. Mais de quels moyens je dispose si tu as tout bloqué? Exactement, acquiesça-t-elle. Tu n'as aucun moyen à toi. Bienvenue dans le monde réel, Vic. Il se tenait au milieu de la pièce, respirant fortement, et la regarda avec haine. Le masque du mari aimant était complètement tombé. Devant elle se tenait un prédateur acculé et furieux. Tu vas le regretter, murmura-t-il. Non. Alana secoua la tête. J'ai regretté toutes ces 10 années pendant lesquelles je vous ai permis, à toi et à ta mère, de m'utiliser. Maintenant, je vais agir. Juste à ce moment-là, Margaret Sterling l'a appelé. Sa voix était stridente. Vic, je viens de recevoir une notification de l'agence immobilière. Mon appartement, celui que je loue, a été mis en vente. Qu'est-ce qui se passe? Alana sourit. C'était la cerise sur le gâteau. Ce matin-là, elle avait contacté l'agent immobilier qui s'occupait de la location de sa belle-mère, se présentant comme la représentante autorisée de Margaret. Elle avait toutes les données nécessaires. Elle leur a demandé de mettre en vente l'appartement de toute urgence à un prix inférieur à la valeur du marché. Elle savait que cela provoquerait la panique. Victor regarda sa femme avec horreur. « C'était toi aussi ?»« C'était moi, confirma-t-elle. J'ai juste décidé d'aider ta mère. Elle aura probablement besoin d'argent pour les avocats. D'après ce que je vois, elle en aura bientôt besoin. » Victor et sa mère avaient reçu les premiers coups. Leur stabilité financière, basée sur l'argent de sa famille, s'était effondrée en une seule journée. Leur confiance en leur propre impunité était minée. Ils étaient sous le choc. Et ce n'était que le début. Alana vit la peur et la panique dans leurs yeux et sut qu'elle avait choisi la bonne tactique. Maintenant, ils commenceraient à faire des erreurs, et elle attendrait et enregistrerait chacune d'elles. La panique est une mauvaise stratège. Privés d'accès à l'argent et sentant une réelle menace pour leur bien-être, Victor et Margaret Sterling ont commencé à faire erreur sur erreur. Leur réaction était exactement celle à laquelle Alana s'attendait, chaotique, émotionnelle et complètement prévisible. Tout d'abord, Victor a essayé de reprendre le contrôle en utilisant des tactiques de force. Ce soir-là, après la tentative de dialogue avortée,
il s'est de nouveau approché d'Alana. Cette fois, son ton était menaçant. « Écoute-moi » gronda-t-il entre ses dents, en lui attrapant le bras. « Tu vas débloquer ces cartes et annuler ce cirque d'audit tout de suite, sinon les choses vont empirer. » « Pire que quand tu as chassé ma mère de la table » demanda Alana calmement, en le regardant droit dans les yeux. Son calme ne fit que l'irriter davantage. « N'ose pas me rappeler ça. C'était une erreur. Je me suis excusé. » « Tu ne t'es pas excusé. Tu as dit que ma mère était à blâmer. Lâche mon bras, Vic. Tu me fais mal. Je te ferai encore plus mal si tu n'arrêtes pas de jouer à tes jeux. » Il lui serra le bras plus fort. Alana n'a pas crié ni lutté. Elle a simplement sorti son téléphone et a activé l'enregistreur vocal, qui était désormais toujours à portée de main. « Veuillez répéter ce que vous venez de dire. Est-ce une menace? Dois-je appeler la police? » Victor recula comme s'il avait pris feu et lâcha son bras. Il réalisa qu'elle était prête à enregistrer chacun de ses mouvements. Les menaces directes ne fonctionnant plus, lui et sa mère sont passés à la phase 2, exploitant la pitié et essayant de faire passer Alana pour un monstre aux yeux des autres. Margaret Sterling a commencé à appeler leurs connaissances mutuelles, les invités très importants qui étaient à la fête d'anniversaire. Elle sanglotait au téléphone, racontant une histoire déchirante sur la façon dont sa belle-fille ingrate était devenue folle. Comment elle, la pauvre veuve, avait consacré sa vie à son fils, et maintenant cette femme vicieuse les jetait à la rue, les privant de leurs moyens de subsistance et les accusant faussement. Elle affirmait qu'Alana avait toujours été secrète et envieuse, et maintenant, apparemment, elle avait une crise de nerfs alimentée par la jalousie du succès de son mari. Certaines connaissances ont sympathisé, d'autres, plus perspicaces, ont considéré ces histoires avec scepticisme. Mais le but était atteint. Des rumeurs ont commencé à se répandre. Les gens ont commencé à parler d'Alana, la regardant de travers. Victor, pour sa part, jouait la victime au travail. Il s'est plaint à ses collègues que sa femme traversait une crise grave, qu'elle était devenue imprévisible, le soupçonnait de la tromper et essayait de détruire leur famille. Il a demandé de la compréhension et du pardon, laissant entendre que l'audit de l'entreprise n'était qu'une conséquence de sa paranoïa. Mais là aussi, ils se sont trompés. Alana était préparée à ce tournant. Elle a appelé Eleanor Jenkins, la femme du conseiller municipal, la plus influente de toutes leurs connaissances. Alana ne s'est pas plainte et ne s'est pas justifiée. Elle a simplement dit, « Eleanor, je sais que Margaret répand des choses terribles sur moi. Je ne commenterai pas ses paroles. Je veux juste que tu saches que toute la vérité sera bientôt révélée, et ce sera très peu flatteur pour les Sterling. Je te conseillerais d'attendre avant de leur apporter un soutien public pour le moment. » Son ton confiant et calme a fait une impression bien plus grande sur la mondaine chevronnée que l'hystérie de Margaret. Eleanor Jenkins a compris que l'affaire était grave et a choisi d'adopter une position d'attente. L'escalade finale a eu lieu à la fin de la semaine. Les auditeurs ont terminé leur travail. Les résultats ont été choquants. Ils ont découvert non seulement les prêts personnels de Victor, qu'il payait à partir du compte de l'entreprise, mais aussi plusieurs stratagèmes frauduleux impliquant des sociétés écrans par l'intermédiaire desquelles il avait détourné de l'argent. Le montant total volé à l'entreprise en 3 ans n'était pas de 150 000 $, mais de près de 500 000 $. Arthur a convoqué son beau-fils à une réunion, non pas à la maison, mais à son bureau du centre-ville. Alana était également présente. Victor est entré dans le bureau pâle et hagard. Il savait que c'était la fin. « Je peux tout expliquer » commença-t-il, confus. « C'est un malentendu, une erreur comptable. Il n'y a pas d'erreur de 500 000 $. Arthur l'interrompit. Il plaça le rapport de l'auditeur devant lui. Ici, tout est détaillé avec les numéros de compte et les dates de transaction. Victor fixa les documents, son visage devenant de plus en plus pâle. Je voulais seulement ce qu'il y avait de mieux, développer l'entreprise. Tu voulais t'en mettre plein les poches, dit son beau-père avec dureté. Tu m'as volé, à moi, l'homme qui t'a tout donné. À ce moment-là, Victor fit sa dernière et plus grande erreur. Il décida de tout miser. Que devais-je faire, cria-t-il soudainement, en sautant de sa chaise. Tu ne m'as jamais valorisé. Pour toi, je n'étais toujours que le mari de ta fille. Tu m'as acheté ce poste, cette entreprise, comme un jouet. Je voulais prouver que je valais quelque chose par moi-même. Et tu l'as prouvé. Arthur acquiesça. Tu as prouvé que tu es un voleur mesquin et ingrat. Non,
C'est toi qui es responsable de tout, tempêta Victor. Ta surprotection a fait de moi une marionnette. Et toi, se tourna-t-il vers Alanna, tu as toujours été de leur côté. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. Tu as juste apprécié ton pouvoir. Il déversa toute son amertume, tout son ressentiment, toute sa mesquinerie. Il leur a reproché tous ses péchés, essayant de rejeter la responsabilité de ses actes sur les épaules des personnes qu'il avait trompées et volées. Alanna et son père ont écouté l'hystérie en silence. Ils n'ont pas interrompu, n'ont pas argumenté. Ils l'ont laissé finir. Quand il s'est finalement tu, haletant, Arthur dit calmement, tu as deux options, Victor. Premièrement, je remets tous ces documents à la police. Fraude grave. C'est jusqu'à 10 ans de prison fédérale. Ta mère, d'ailleurs, y irait en tant que complice. Certains comptes ont été ouverts à son nom. Et la deuxième, râla Victor. Deuxièmement, tu signes un accord de divorce acceptant de renoncer à toute prétention sur les biens matrimoniaux. Tu quittes ma maison avec une seule valise. Moi, bien sûr, je reprends l'entreprise. Et la dette de 500 000 $, tu la rembourseras. Tu travailleras. Et la moitié de ton salaire sera retenue pour rembourser jusqu'au dernier centime. Victor s'effondra sur la chaise. Il était complètement brisé. Choisis, dit Arthuret. La panique et la fureur l'avaient piégé dans un coin. Il avait signé son propre arrêt de mort, et Alanna savait quelle option il choisirait, celle qui lui permettrait de rester libre. Mais cette liberté lui coûterait tout ce qu'il avait. Le choix pour Victor était évident. Entre la perspective de la prison et la perte de tous les avantages matériels, il choisit la seconde sans hésitation. Son arrogance et sa cupidité s'étaient évaporées, remplacées par une peur animale. « Je suis d'accord, murmura-t-il, sans lever les yeux. Je pensais que tu le ferais. » Arthur acquiesça. Il appuya sur un bouton de l'interphone. « Marina, veuillez envoyer les avocats. » Une minute plus tard, deux spécialistes du service juridique de l'entreprise sont entrés dans le bureau. Des documents pré-préparés étaient déjà disposés sur la table, l'accord de divorce, la renonciation aux revendications d'actifs et le contrat de restructuration de la dette avec l'entreprise. Victor lut les documents avec des mains tremblantes. Chaque clause était comme un clou enfoncé dans le cercueil de son ancienne vie insouciante. Il a tout abandonné, la maison, la voiture, la part dans l'entreprise, qu'il n'avait jamais vraiment eu de toute façon. Il a reconnu sa dette de 500 000 $ et a accepté son remboursement par des déductions mensuelles sur ses revenus futurs. Signe-le, dit Arthuret. Victor prit le stylo. Son regard se porta sur Alanna, comme s'il cherchait une goutte de sympathie dans ses yeux, mais son visage était impassible. Elle le regardait comme un étranger, comme un obstacle ennuyeux qui devait être enlevé. Il a signé tous les documents. Et maintenant, dit Alanna, parlant pour la première fois pendant toute la réunion, tu rentreras chez toi et tu feras tes valises. Tu as 2 heures. Après cela, je change les serrures. Où suis-je censé aller? Demanda-t-il, déconcerté. Ce n'est plus mon problème, répondit-elle. Tu peux aller chez ta mère. Comme nous l'avons découvert, elle a un bel appartement qu'elle loue. Peut-être qu'elle te laissera y rester. Ce même soir, Victor Sterling a quitté la maison où il avait vécu pendant 10 ans. Il est parti avec une petite valise contenant ses effets personnels. Tout le reste, les vêtements, les montres et les gadgets coûteux achetés avec de l'argent volé, est resté dans la maison. Alanna a dit qu'elle remettrait tout cela pour le remboursement de sa dette. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Alanna savait que punir Victor seul ne représentait que la moitié du travail. Margaret Sterling, la principale idéologue et manipulatrice, devait également obtenir ce qu'elle méritait. Le lendemain, Alanna s'est rendue chez sa belle-mère sans prévenir. Margaret ouvrit la porte, pensant que c'était son fils. Voyant Alanna sur le seuil, elle essaya de claquer la porte, mais Alanna réussit à coincer son pied dans l'ouverture. « Nous devons parler, Margaret. »« Je n'ai rien à te dire, siffla-t-elle. Tu as ruiné la vie de mon fils. »« Non, rétorqua calmement Alanna, en entrant dans l'appartement. La vie de ton fils a été ruinée par ta cupidité, ton snobisme et tes manipulations. » Elle posa son enregistreur vocal sur la table. « Je suis venu te proposer un marché, un peu comme celui que j'ai proposé à ton fils. » Margaret la regarda avec haine. « J'ai des preuves de ton implication dans les stratagèmes frauduleux de Victor. Certains comptes ont été ouverts à ton nom.
C'est de la complicité. De plus, j'ai des déclarations concernant tes biens immobiliers et tes revenus cachés. Si je transmets cela à l'IRS, tu auras de très gros problèmes. Revenus non déclarés. Fraude fiscale. La belle-mère pâlit. Que veux-tu? Demanda-t-elle. Je veux que tu disparaisses de ma vie et de la vie de mes parents pour toujours. Tu leur écriras une lettre d'excuse, une lettre sincère, et tu n'essaieras plus jamais de les contacter. Si tu refuses, non seulement je remettrai les documents à l'IRS, mais je dirai aussi à tous tes amis de haut rang toute la vérité sur toi, comment tu as triché, comment tu as vécu aux dépens des autres, en te faisant passer pour une pauvre veuve. Je ne pense pas que ton cercle élitiste apprécie beaucoup les escrocs. Ta réputation, à laquelle tu tiens tant, sera détruite. Margaret resta silencieuse. Elle était brisée. Son principal atout, son statut social, était menacé. Je l'écrirai, dit-elle doucement. La lettre fut écrite le jour même, courte, sèche, pleine de formules formelles, mais les excuses étaient là. Alana prit la lettre et partit sans dire au revoir. L'acte final était terminé. Les antagonistes étaient vaincus. Victor avait tout perdu et était accablé par une énorme dette. Margaret Sterling était humiliée et terrifiée. La justice, bien que sévère, avait prévalu. Alana retourna dans sa maison vide. Elle traversa les pièces où sa famille avait vécu hier encore et ne ressentit ni joie ni soulagement, seulement de l'amertume et de l'épuisement. Oui, elle avait gagné, mais la victoire ressemblait à une défaite. Elle avait perdu 10 ans de sa vie, perdu la foi en l'amour et en la famille. Elle se dirigea vers le téléphone et composa le numéro de sa mère. « Maman, s'il te plaît, viens avec papa. J'ai besoin de vous serrer dans mes bras. » Le conflit était terminé. La tension avait disparu. Le pire était derrière elle. Devant elle se trouvait une nouvelle vie inconnue qu'elle devait construire à partir de zéro. 6 mois se sont écoulés. Le divorce d'avec Victor a été finalisé rapidement et sans complications. L'accord qu'il avait signé ne lui laissait aucun recours. Il a trouvé du travail comme simple directeur des ventes dans une petite entreprise, la moitié de son salaire étant automatiquement versé au remboursement de sa dette. Il vivait avec sa mère dans ce même appartement d'une chambre qu'elle avait autrefois louée secrètement. Leur monde, construit sur des mensonges et l'argent des autres, s'était effondré, ne laissant derrière lui que l'épave de rêves brisés et d'amères déceptions. Alana a vendu l'immense maison de banlieue. Elle était trop grande pour elle seule et contenait trop de souvenirs douloureux. Avec l'argent, elle a acheté un loft spacieux et lumineux au centre-ville avec des fenêtres donnant sur un parc tranquille. Elle s'est personnellement occupée de la conception, a choisi les meubles, créant un espace qui reflétait sa nouvelle identité, forte, indépendante et libre. Elle n'est pas retournée à son poste de marketing. Son père, voyant à quel point elle avait changé, à quel point elle avait mûri et avait été endurcie par le combat, a pris une décision qu'il envisageait depuis longtemps. Il l'a nommée vice-présidente et associée. « Tu as prouvé que tu avais du cran, ma chérie, lui dit-il en signant les documents. Tu es plus intelligente et plus dure que je ne le pensais. Cette entreprise est ton avenir. Tu peux la gérer. » Et elle l'a fait. Alana s'est lancée à fond dans le travail, y trouvant le salut et l'épanouissement personnel. Elle s'est avérée être une leader talentueuse, dure mais juste. Les gens la respectaient et les concurrents la craignaient. La femme douce et complaisante qui avait peur d'offenser son mari et sa belle-mère appartenait au passé. Ses parents, Lydia et Arthur, lui rendaient visite plus souvent. Il ne se sentait plus mal à l'aise. Dans le nouvel appartement d'Alana, il n'y avait pas de place pour le snobisme ou les simagrées. Ils étaient assis dans sa cuisine confortable, buvaient du thé avec une tarte faite maison et parlaient de choses simples mais importantes. En regardant le visage heureux et paisible de sa mère, Alana savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Elle avait protégé non seulement elle-même, mais aussi eux, restaurant leur estime de soi. Un jour, en triant de vieilles affaires, elle est tombée sur son album de mariage. Sur les photos vieilles de 10 ans, elle et Victor avaient l'air si heureux. Elle fixa pendant longtemps le jeune homme souriant qui avait promis de l'aimer pour toujours et ne ressentit qu'une légère tristesse, non pas pour lui, mais pour la fille naïve qu'elle était autrefois. Elle ne cherchait pas une nouvelle relation. La douleur de la trahison ne s'était pas complètement estompée et les cicatrices sur son cœur étaient encore un rappel, mais elle n'avait plus peur de la solitude. Elle avait appris à la valoriser, y trouvant du temps pour elle, pour ses pensées, pour sa croissance. Un soir, rentrant tard du travail, elle a vu Victor dans la cour de son immeuble.
Il se tenait sous la pluie sans parapluie, regardant ses fenêtres illuminées. Il avait l'air plus vieux, plus mince. Il y avait un regard de nostalgie dans ses yeux. Il l'a remarqué et s'est avancé. Alana, commença-t-il. Va-t'en, Vic, dit-elle doucement, mais fermement, sans s'arrêter. Plus rien ici ne t'appartient. Elle entra dans l'immeuble sans se retourner. Elle savait que le passé devait être laissé dans le passé. La victoire intérieure était complète. Elle n'avait pas seulement puni ses abuseurs, elle s'était retrouvée. Elle a compris que sa force ne résidait pas dans l'argent ou le statut, mais dans sa capacité à être honnête avec elle-même et les autres, à défendre ses limites et à ne jamais laisser personne l'humilier. Ce soir-là, assise dans son nouveau fauteuil confortable avec un livre entre les mains, elle regarda les lumières de la ville et pensa à l'avenir. Il ne lui semblait plus effrayant ou solitaire. Il était plein de possibilités, et elle était prête pour cela, prête à construire sa vie selon ses propres règles, où les choses les plus importantes n'étaient pas les bonnes personnes, mais les sentiments authentiques, l'amour, le respect et la dignité. Et elle savait qu'elle ne laisserait plus jamais personne lui enlever cela. Je suis vraiment contente que vous soyez là et que j'ai pu partager mon histoire avec vous. Si vous l'avez aimé, montrez-le-moi en aimant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Voyons combien nous sommes. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quelle heure il est. Je suis tellement curieuse de savoir d'où vous vous connectez tous, vous les merveilleuses personnes. Si vous voulez me soutenir un peu plus, vous pouvez également envoyer un petit don. Je partage de nouvelles histoires de vie pour vous tous les jours. Et maintenant, 2 de mes histoires les plus populaires apparaîtront à l'écran afin que vous puissiez choisir ce que vous voulez regarder ensuite.